Très chère assemblée, bonjour. Je suis ravie et profondément reconnaissante, comme à chaque fois, d'avoir la chance de me trouver ici pour défendre une thèse dont je suis personnellement absolument convaincue. Néanmoins, avant d'entamer notre débat, mes camarades et moi tenons à préciser la thèse que nous défendons, à mettre au clair que l'égalité dans ce contexte n'est pas du tout approchée au sens mathématique, car dans ce sens-là, le contraire de l'égalité serait la différence. Or, il est évident que l'homme et la femme sont différents et non pas identiques. N'importe qui peut faire cette remarque flagrante et personne ne s'opposerait donc jamais à celle-ci. Notre thèse n'est pas aussi absurde que simpliste pour défendre une thèse qui stipule que l'homme et la femme seraient identiques. Nous parlons donc évidemment de l'égalité des chances et des droits, une égalité sociale, civique et politique. De surcroît, je vous prie, très chers opposants, au nom de mon équipe, de ne pas évoquer des arguments prévisibles et insensés tels que la loi de la jungle ou la pléthore d'inégalités existant dans la nature chez les singes ou les grenouilles. L'humain est un être infiniment complexe qui a réussi, au fil du temps, à atteindre une évolution qui le distingue de toutes les autres espèces qui coexistent à ses côtés sur cette planète. Son intelligence lui a permis d'instaurer des règles, de créer des lois et des systèmes qui organisent ses activités afin d'arriver à un état d'ordre et d'équilibre où la discrimination et l'oppression n'ont pas leur place. Tout cela étant dit, l'histoire de l'humanité regorge d'injustices et d'inégalités. Et elles ont toutes été, à un moment donné, normales et conformes avec la nature. Je m'explique. Afin de crédibiliser des idéologies et de les pousser vers l'avant, notamment pour justifier des injustices au sein de la société, les fondateurs de celle-ci doivent toujours insister sur le fait que l'ordre qui soutient la société est une réalité objective, créée par les grands dieux ou par les lois de la nature. Les gens sont inégaux, non pas parce que Hammurabi, roi de Babylone, faisant partie de la première dynastie babylonienne, l'a dit, mais parce que Enlil et Marduk, les plus grands dieux babyloniens de l'époque, l'ont décrété. Les gens sont égaux, non pas parce que Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, l'a dit, mais parce que Dieu les a créés ainsi. Les marchés libres sont le meilleur système économique, non pas parce qu'Adam Smith, philosophe et économiste écossais, l'a dit, mais parce qu'ils sont les lois inévitables de la nature. Les distinctions entre personnes libres et esclaves, entre blancs et noirs, entre riches et pauvres, entre femmes et hommes, sont racines dans des fictions. Ces distinctions sont racines dans des fictions. Par exemple, de nombreuses personnes qui ont soutenu que les distinctions entre les personnes libres et les esclaves sont naturelles et inévitables, ont pensé que l'esclavage n'est pas une invention humaine. Ils ont soutenu que cette différence entre ces personnes-là est complètement naturelle. Maintenant, mesdames et messieurs, interrogez un suprémaciste blanc sur la hiérarchie raciale. Et vous allez soudainement vous trouver dans une conférence pseudo-scientifique concernant les différences biologiques entre les races. Interrogez un capitaliste pur et dur sur la hiérarchie de la richesse. Et il vous dira probablement que c'est le résultat inévitable de différences objectives de capacités. Les riches ont plus d'argent de ce point de vue parce qu'ils sont plus diligents et plus capables. Personne ne devrait être dérangé alors si les riches obtiennent une meilleure éducation, une meilleure nutrition et de meilleurs soins de santé. Les riches méritent amplement tous les avantages dont ils bénéficient. Interrogez un sexiste sur ce qu'il pense de l'inégalité homme-femme, il essaiera de vous prouver que celle-ci provient de la nature, qu'elle est incontestable et indiscutable. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est toujours la même histoire, notamment pour notre débat du jour. Cette inégalité atroce, discriminatoire et n'ayant absolument aucune raison d'être au sein de nos sociétés humaines largement développées, ne provient surtout pas d'une nature. Elle n'est pas normale et ne l'a jamais été. Mais tout individu soutenant ce genre d'idéologie, parce que celle-ci l'arrange et sert ses intérêts politiques ou personnels, va essayer tant bien que mal de manipuler les faits et se lancer dans une argumentation erronée pour prouver que celle-ci provient de la nature. C'est une stratégie plutôt efficace pour mettre fin à des discussions et des mouvements tels le mouvement féministe
et qui pourrait menacer celui qui a le pouvoir, celui qui a le contrôle, celui qui a raison, celui qui finalement nous dicte ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. La nature est-elle une victime accusée à tort, incapable de se défendre? Il est impossible pour elle de prouver son innocence devant ces diffamations illusoires. Étant donné que nos chers opposants et tous ceux qui ont la même position d'ailleurs n'arrivent pas à justifier les inégalités culturelles, juridiques et sociales entre les sexes de manière logique et rationnelle, alors ils se mettent à blâmer la nature. Mais quelle nature, mesdames et messieurs? Le système patriarcal est clairement basé sur des mythes infondés plutôt que sur des réalités biologiques. Chose que mes chers camarades prendront le soin de vous expliquer minutieusement tout au long de ce débat très prometteur. Merci. Tout d'abord, le sexisme n'est en aucun cas l'essence de notre position et je reviendrai sur cette idée tout de suite. Ensuite, la négation de l'égalité, c'est l'inégalité et non pas la différence. Et en ce qui concerne ce point d'égalité mathématique, j'y reviendrai dans mon intervention, alors je vous invite à faire grande attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'ironie est à son paroxysme aujourd'hui. 4 jeunes hommes, beaux, élégants, modestes et de surcroît, s'engagent dans une offensive contre l'idéologie consumant les esprits modernes et clament fièrement que l'égalité homme-femme est contre nature. Notre bonne étoile nous a prévenus. Elle nous a prévenus que ça allait mal se finir. Mais aujourd'hui encore, nous embrassons ce mal, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Nous exaltons ce mal parce que nous avons décidé de troquer le politiquement correct contre le réellement et véritablement correct. Je les vois déjà, ces regards perçants et cette haine naissante au fond de la salle. J'ai même sûrement perdu les faveurs de quelques-unes de mes bonnes amies juste en énonçant la position. Mais n'ayez crainte, je les regagnerai avec tact, car voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, l'égalité est une belle chose. Nous prenons l'égalité, ne vous méprenez pas, mesdames et messieurs. Nous prenons l'égalité, nous chérissons tout ce qu'elle apporte, mais cela n'empêche pas le fait qu'elle soit contre nature. Et c'est justement ce terme, nature, qui recèle le joyau de ce débat. Je laisserai à mon camarade le soin d'étayer cette idée, afin que je puisse, moi aussi, établir notre position de façon claire et précise, car se lancer dans l'offensive sans préparer le terrain, c'est déambuler dans un champ de mine au risque de prendre très cher. Déjà, en analysant le sujet de façon objective, et non pas de façon subjective et sournoise comme l'ont fait mes camarades, égalité homme-femme et contre nature, on est frappé par le fait qu'il n'y ait aucune distinction ou spécificité concernant le mot égalité. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que le sujet traite de l'égalité dans une approche holistique, dans son approche la plus générale et généralisée. Une égalité mathématique qui implique une compatibilité totale, en tout point. Dans ce cas-là, l'égalité est non seulement contre nature, mais elle est aussi inexistante et n'existera jamais, car elle implique des caractéristiques identiques entre hommes et femmes, ce qui est absurde. Donc, en prêtant un peu d'attention au sujet, on peut dès lors déclarer que notre position est mathématiquement prouvée. Mais nous allons nous efforcer de continuer le débat, et ce sera pour le beau jeu. L'égalité est une construction humaine, l'égalité est contre nature, mais l'égalité est aussi l'une des rares belles choses théorisées par l'esprit mortel. Mesdames et messieurs, j'en appelle à votre sagesse. Le monde est pavé d'inégalités, mais les forts, les courageux, les braves sont ceux qui bravent leur tendance fondamentale à être dépravés par le mal de l'humain. Alors, cultivez votre bravoure. Chers opposants, cultivez votre bravoure. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense honneur que je me retrouve aujourd'hui derrière ce précieux pupitre afin de prendre fait et cause d'un sujet assez polémique qui prit le dessus bien plus anciennement avant qu'il ne se présente sujet d'actualité de nos jours. Mesdames et messieurs, défendre l'égalité homme-femme mais contre nature
revient à défendre que l'inégalité est autorisée par la loi naturelle, et par suite s'opposer à la pensée rousseauiste établie dans son ouvrage « Discours sur l'origine et fondement de l'inégalité parmi les hommes ». Jean-Jacques Rousseau, un penseur assez singulier pour son époque, essaye de démontrer dans son ouvrage ce qu'est l'homme et fait par-delà une anthropologie afin de retracer que l'inégalité n'est pas naturelle, mais dépend de la culture humaine et de la sociabilisation telle qu'elle est faite. Nous serons donc tous amenés par Rousseau à bien distinguer les différences qui s'annulent. Si l'un est plus courageux, un autre est plus rusé, un autre est plus fort, ils ne sont donc pas des inégalités sociales. Seule l'inégalité sociale s'oppose à l'égalité. Les différences naturelles ne s'opposent pas à l'égalité, puisque les plus et les moins dans chaque individu finissent par s'annuler. Maintenant, mesdames et messieurs, en projetant tout cela dans un concept homme-femme, nous touchons la crédibilité de ces dits en aucun cas. Car en fait, le constat des différences n'implique pas la notion de supériorité, mais au contraire suggère l'indispensable complémentarité au sein des groupes et au sein des populations. Et depuis quand la complémentarité est contre nature? Les inégalités entre les femmes et les hommes se manifestent dans tous les champs sociaux, professionnels, familiales, politiques, mais de quelle différence parle-t-on? Qu'il existe des différences entre les femmes et les hommes est une évidence. Le problème se situe dans le fait que des différences conduisent à des inégalités. La différence entre les sexes est une réalité biologique, mais les places respectives assignées aux femmes et aux hommes dans la société sont une construction sociale, non un ordre naturel. Et vouloir l'égalité ne signifie en aucun cas prôner une société où tous les individus se ressemblent, car encore une fois, si l'inégalité s'oppose à l'égalité, les différences s'opposent aux ressemblances. Alors, pourquoi des différences devraient-elles conduire à des inégalités sociales? Pourquoi des différences entre les sexes devraient-elles créer autant de désagréments et de complexité? Pourquoi des différences entre les sexes? Pourquoi une évidence biologique devrait-elle marginaliser la femme, la priver de ses droits, la sous-estimer, l'humilier, la torturer? Mais de quelle nature parlez-vous? D'une nature issue de votre imagination cruelle ou d'une nature qualifiée par le chaos de la jungle et que dans ce cas, je précise, ça fait preuve que de désordre au service de l'ordre et de l'équilibre, car vous ne parlerez certainement pas d'une nature comme étant un tout harmonieux, gouverné par des lois visant l'établissement de l'équilibre entre toute et chaque espèce. Bref, l'origine des inégalités est tout simplement l'entrée de l'homme dans la société, tandis que l'origine de l'égalité est l'existence de l'homme dans la nature. Tous les êtres humains sont libres et égaux et doivent par conséquent le rester. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cœur de ce débat réside un terme que l'on pourrait qualifier d'axe le plus important. Nature. Qu'est-ce que le naturel chez l'homme avec un grand H? Qu'est-ce que la nature humaine pure, intacte, vierge de toute influence sociétale et idéologique? Et bien logiquement, le naturel en nous est ce qui est biologique, physiologique, immuable. Donc par extension, pour qu'une égalité homme-femme soit naturelle, nos caractéristiques biologiques doivent être similaires et égales. Or, comme par hasard, il n'y a pas un seul autre domaine où les inégalités hommes-femmes sont si prononcées. Il n'y a pas plus vrai que les différences fondamentales qui nous séparent. Nous ne donnons pas tous la vie. Nous n'avons pas la même prédisposition à porter un enfant, à allaiter. Nous avons aussi des prédispositions différentes dans notre morphologie, notre squelette. Par exemple, les femmes ont un avantage plus clair quand il s'agit d'agilité et d'équilibre, dû à un centre de gravité plus bas, causé par un bassin plus large et une colonne vertébrale plus courbée. Tandis que les hommes sont plus enclins à la force physique et à l'endurance, dû à une production de testostérone plus élevée et des différences hormonales et anatomiques. Par ailleurs, les hommes et les femmes sont aussi enclins à avoir des comportements différents, causés par des productions hormonales variées. Par exemple, les individus mâles ont des tendances agressives, puisque plusieurs études ont établi une corrélation entre les niveaux de testostérone et les comportements agressifs. Un autre exemple est la cortisol. La cortisol est une hormone associée au stress. Des études ont montré que les niveaux de cortisol étaient physiques.
Une étude publiée dans Psychoneuroendocrinologie en 2018 a révélé un taux plus élevé que les hommes lorsqu'ils étaient soumis à un stress physio-social, et ce n'est que le début d'une liste longue et inachevée pour le moment. Il est temps d'arrêter par cette conception sociale qui est homme-femme, qui tente de niveler les différences naturelles entre les sexes et d'ignorer les aspects biologiques qui les distinguent. Nous devons regarder la réalité telle qu'elle est, accepter que les hommes et les femmes ont des différences innées qui influencent leur comportement, leurs aptitudes et leurs choix de vie, et que cela se reflète dans la répartition inégale des tâches dans notre société, bien que nous devrions toujours viser à réduire les inégalités sociales entre les sexes. Elles restent contre nature. Les différences naturelles et biologiques entre les sexes, car cela reviendrait à ignorer une réalité fondamentale. Ainsi, les différences physiques et mentales caractérisant les deux sexes dès leur naissance sont complètement naturelles. Donc, l'inégalité biologique est une réalité d'où l'égalité est simplement contre nature. Ces différences entre eux-mêmes, historiquement, étaient la flamme éternelle, perpétuant les conflits hommes-femmes. Le plus précisément, le sexisme. Ils alimentèrent tout des oppositions majeures aux petites disputes de couple. Et c'est pour cela que je m'amuse à dire qu'être en couple, c'est résoudre ensemble des problèmes qu'on n'aurait eu jamais eu seul. Merci. Chers opposants, pour répondre à l'intervention de mon camarade Adam, je lui dirais tout simplement qu'on ne peut pas utiliser la définition mathématique de l'égalité dans ce débat. Pourquoi? Parce que si on s'en tient à l'égalité mathématique, tout serait différent. Parce que l'égalité mathématique, il stipule quoi? Qu'une chose est exactement la même qu'une autre chose. Ça veut dire que l'égalité n'existe pas du tout, parce que sinon on serait tous des clones. D'accord? Donc, puisque cela vous arrange votre position si bien, on ne peut pas projeter cette règle dans notre débat d'aujourd'hui. Merci. Chers auditeurs, le monde vous ment. On vous a dit que la nature était injuste. On vous a fait croire que l'inégalité homme-femme était naturelle. On vous a fait croire qu'il y avait des lois de la nature. Tout ceci, ce sont des conjectures basées sur des preuves fallacieuses. Les deux genres ont les mêmes besoins physiologiques. On ne parle pas des espèces humaines, on parle du genre humain. Et ce genre n'est pas divisé en deux sous-espèces. Pour commencer ce débat, ou bien plutôt mon intervention, je commencerai par briser toutes les idées préfabriquées pour vous les remplacer avec des informations concrètes. Sûrement, on vous a fait croire que pendant la préhistoire, les inégalités entre les deux sexes étaient un réflexe primitif. Sauf que tout ceci est faux de A à Z. Pendant la préhistoire, il n'y avait absolument aucune différence hiérarchique entre l'homme et la femme. D'ailleurs, on pense souvent que le rôle de l'homme pendant la préhistoire était de chasser, et que celui de la femme était de veiller sur ses progénitures. Sauf que c'est faux. En fait, les deux sexes étaient complémentaires. Pour vous citer une revue scientifique menée par l'équipe de chercheurs de Randall Haas, la participation des femmes à la chasse au gros gibier était à cette époque normale. Fin de citation. Je voudrais que si l'un de nos opposants peut contester le lien étroit entre la nature pure et l'homme primitif, qu'il lève sa main. Si les inégalités hommes-femmes peuvent exister parfois chez certaines espèces dans la nature, on ne peut pas forcément projeter ceci chez l'homme. Pourquoi cela? Parce que l'homme et les autres espèces ont des différences fondamentales. En fait, la nature n'admet pas de loi générale. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on consacrerait à chaque espèce sa propre science? Est-ce que vous saviez par exemple qu'il y avait une science à part entière sur l'étude des singes, la primatologie, une science à part entière consacrée à l'étude des canidés, comme les chiens, une science à part entière, ou bien plutôt plusieurs sciences consacrées à l'étude de l'homme? Tout ceci, c'est parce qu'il n'y a pas de loi générale. On ne peut pas appliquer la loi d'une espèce sur une autre espèce. L'homme est fait pour vivre en communauté, comme vous le savez. Ceci est réverbé par la création de plusieurs sociétés se basant sur des règles, contraignant devoirs et accordant droits. Et l'homme, de par sa nature, essaie de créer des outils et chercher des idées afin d'améliorer son propre mode de vie. Ce qui met déjà en exergue les différences fondamentales avec ses congénères. Et vers ou bien plutôt, qu'importe les dessins vers lesquels les civilisations se dirigent, on y retrouve toujours un éternel conflit
pour l'obtention de l'égalité, comme c'est le cas pour le mouvement féministe. Car l'homme est attrayé par l'égalité, il est attrayé par cette harmonie, car il déteste la discorde anarchique qu'on retrouve dans la nature chez les autres espèces. C'est sa nature, tout simplement. Pour souligner cette idée et la tracer dans vos esprits avec une encre de lumière, je vous pousserai tout simplement à vous remémorer les émotions que vous avez ressenties lorsque vous avez été autrefois témoin d'une inégalité. Ce dégoût et cette rage, ce n'est que la manifestation de votre instinct naturel qui vous pousse à les ressentir. Je suis sûr que mes chers opposants essaieront de m'exprimer que leur affirmation comme quoi les égalités hommes-femmes sont contre nature n'est pas forcément une bonne chose et que c'est en fait la nature qui est mauvaise, est injuste. Je leur répondrai tout simplement qu'ils ne font qu'user et qu'ils ne font que manier une rhétorique factice et fallacieuse afin de justifier le fait qu'ils défendent l'indéfendable. Alors, et à vous, chers auditeurs, je vous dirai de croire en l'homme, croire en la nature, croire en l'égalité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous conter l'histoire des civilisations, l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire notre histoire. 7500 ans avant Jésus-Christ, l'humanité n'en est que ses balbutiements. Entourée d'une nature hostile et sauvage, les hommes et les femmes doivent se réunir pour y faire face. Dans une époque où survivre primait sur le fait de vivre, où les vivres nous manquaient et la subsistance nous obsédait, les premières tribus se forment et les premières tâches sont distribuées. Dans un monde où l'agriculture n'est pas encore développée, dans lequel la plupart des tribus sont nomades, les chasseurs-cueilleurs seront les sauveurs du groupe. Et puisque nous, hommes avec un grand H, vivions à cette époque-là sous notre forme naturelle la plus pure, dans laquelle notre condition humaine s'exprimait de manière brute, alors les hommes iront à la chasse et les femmes iront à la cueillette. Cette division choquera sûrement certaines personnes présentes avec nous aujourd'hui, mais sachez que l'on ne peut changer une réalité historique. Passons à présent, si vous le voulez bien, au chapitre 2, qui est celui du Moyen-Âge. Quelle ère magnifique, n'est-ce pas? Celle des châteaux forts, des rois et des reines, des princes et des princesses, des chevaliers et des guerres pittoresques. Une ère gangrénée par la maladie, où la mort guette de toutes parts, mais où, surprenamment, cette division par rapport au sexe est toujours de mise. Comme une constante voguant sur le flux incessant des variables de l'histoire humaine. En effet, certains métiers nécessitent encore des caractéristiques liées au sexe de la personne pour être pratiqués, tels que le métier de forgeron ou celui de tisserande. Et bien que l'on commence à voir de plus en plus d'hommes et de femmes se réunir pour travailler ensemble, les femmes tissent, aident leurs maris au commerce et élèvent les enfants, tandis que les hommes bâtissent, guerroient et travaillent au champ. Le sexe qui caractérise l'homme avec un grand H reste un facteur non négligeable dans la division des tâches dans notre société. Passons à présent au troisième et dernier chapitre de ma présentation, et qui est celui sur l'ère moderne. Société hautement civilisée, enrichie par les droits de l'homme, et où l'on remarque que cette division commence à disparaître. La cause? Cette même société qui essaie de brimer la nature humaine pour assurer une coexistence paisible. En effet, depuis le début de l'ère moderne et l'apparition de conforts historiquement inégalés, le concept d'égalité des sexes est né et s'est popularisé. Et comme l'a cité mon camarade Adam en préambule de ce débat, c'est une bien belle chose, certes, mais on ne peut pas nier qu'il n'en est pas moins contre nature. Sachant que, historiquement, le sexe a toujours été un facteur important dans la division des tâches dans notre société, alors le simple fait qu'il ait joué un rôle aussi important prouve qu'il y a une inégalité, et que cette dernière est l'une des choses les plus naturelles au monde. Mesdames et messieurs, jurés, spectateurs et opposants, je tiens à rappeler que notre position n'est pas pour la discrimination par rapport au sexe. Au contraire, nous soutenons l'égalité sociale entre ces derniers. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas, elle aussi, contre nature. Avant de vous quitter, j'aimerais vous citer une petite citation qui m'est venue à l'esprit la veille de ce débat. Sachez que ce que l'on croit être vrai, ici l'égalité homme-femme, ne l'est pas toujours, mes arguments. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous revoir.
Bonjour à tous. Et avant toute chose, j'aimerais faire quelque chose que vous n'avez pas pensé à faire, chers opposants, qui est de répondre à nos questions, puisque c'est un débat. Il faut de la communication entre nous. Alors, avant toute chose, j'ai l'impression que vos idéologies vous aveuglent tellement au point d'impacter aussi sur votre oui, en plus de sur votre vue. Puisque, à ce que je sache, mes camarades avant moi ont bel et bien mis au clair que le synonyme de l'égalité n'est pas et ne sera jamais les ressemblances. Alors pourquoi perdre votre temps en nous présentant des remarques aussi flagrantes telles que les hommes ne peuvent pas mettre au monde et j'en passe. En plus, l'histoire regorge d'inégalités et de catastrophes, génocide, esclavage et j'en passe. Donc tout ce que non pas parce que quelque chose est une réalité historique ne veut pas dire qu'elle est vitale et naturelle. Merci. Mesdames et messieurs, que d'honneur que de me retrouver devant ce pupitre m'adressant à vous, ces lumières m'éblouissant et vos visages m'accueillant. Malheureusement, c'est avec le cœur lourd de peine que je prends la parole cette fois-ci. De la peine pour mes opposants ici présents qui, aveuglés par leurs idéologies arriérées et obscurcies, n'arrivent plus à trouver le chemin de la lumière qu'est la vérité. Une vérité déjà masquée puis démentie et contredite par hommes de toute ère. En commençant par le poseur de la pierre fondatrice de l'inégalité, qui n'est d'autre qu'Aristote, qui écrivait vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ 3 traités, intitulés « Histoire des animaux, génération des animaux et partie des animaux », dans lesquels il rédigea sa théorie sur le corps féminin, qui s'érigea en magistère incontestable pendant plusieurs générations. Dans cette théorie, l'homme avait donc ce pouvoir créateur, tandis que la femme ne jouait qu'un rôle mineur et inférieur. S'ensuivit Hippocrate, avec lui aussi sa théorie sur la différence des sexes, ou encore Galilien avec sa thèse des maladies des femmes. Plusieurs scientifiques durant cette longue période alimentèrent la culture savante de ce mythe autour de la féminité en érigeant en modèle de pensée, vous l'aurez deviné, qui d'autre qu'Aristote, Hippocrate et Galilée. Maintenant, mesdames et messieurs, que nous connaissons tous l'origine de ce terme qu'est l'inégalité, laissez-moi vous proposer la définition la plus brève et simpliste d'un terme aussi vague que nature. N'est-ce pas, chers opposants, ayant déjà défini la nature de diverses manières, puisque cette dernière peut être définie selon sa perspective philosophique, culturelle, scientifique ou encore religieuse. Elle peut tout aussi bien être caractérisée par sa part du réel qui est par elle-même, c'est-à-dire qui naît et qui subsiste sans l'intervention d'une quelconque volonté ou activité humaine. Ainsi, mesdames et messieurs, ce que vous osez, chers opposants, définir comme conforme à la nature ne l'est point. Et ceci, je ne vous l'ai prouvé que par un simple petit processus d'implication, en vous démontrant que l'inégalité n'est que le fruit sociétal et historique d'idéologies et de théories conçues purement et simplement par des hommes dans les deux sens du terme. Ce qui vient contredire l'essence même de la nature qui, elle, prône l'affranchissement de toute participation humaine. De ce fait, ne pensez-vous pas, chers opposants, votre argumentation quelque peu contradictoire ? Et par ailleurs, ce n'est qu'en écoutant vos propos, je ne peux m'empêcher de me demander qu'est-ce que pour vous rend l'égalité légitime ? Comment pouvez-vous juger si tel et tel être de même race mérite de profiter des mêmes droits, qu'ils soient civiques, sociaux ou moraux ? Non ? Personne ? Eh bien, la réponse est rien. Puisqu'il n'y a en ce monde aucun critère logique et cohérent permettant de juger si tel et tel être humain était plus méritant qu'un autre. Et malgré que l'on puisse penser que l'inégalité suit ce même processus logique, il n'en est rien, puisque cette dernière est bel et bien basée sur des principes. Ils sont, en revanche, vous l'aurez deviné, tout aussi empiriques les uns que les autres, se rejoignant tous vers un seul et même point de convergence, sexisme et misogynie. Malgré ce que vous venez de citer, Monsieur Adam, au début que vous ne parlez pas de sexisme, j'ai bel et bien entendu ce mot dans votre argumentation. Malheureusement, contradictoire encore une fois. Par ailleurs, dans ce contexte-là, les inégalités sont bel et bien ancrées dans nos sociétés. Et j'aimerais vous le démontrer en prenant comme exemple des pays où, vous l'aurez deviné, l'égalité homme-femme est vue de manière tout aussi contre nature
que vous, chers opposants. Et je cite comme premier exemple l'Afghanistan, dont les situations politiques, sociales et économiques sont tout aussi désastreuses les unes que les autres. Ou encore l'Iran, dans les manifestations se comptabilisent par milliers autour de roulement tambour, inégalité des sexes. Maintenant, chers opposants, est-ce cela pour vous un monde que l'on peut qualifier de naturel? Est-ce un monde barbare, un monde naturel? Parce que pour mes camarades et moi, il n'en est rien. L'inégalité des sexes n'est que le fruit sociétal et culturel provenant d'idéologies conçues purement et simplement par des hommes privilégiés en des temps où l'égalité n'était qu'un concept vague et sans réel fondement, puis manipulés par ces mêmes sexes afin d'expliquer leur prise de pouvoir et leur abus de contrôle. Et ceci, ce n'est pas moi qui le dis, mais les faits qui le prouvent. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai de la peine à débuter cette deuxième intervention, puisque j'ai repéré tellement d'incohérences logiques que j'en suis confus. Tout d'abord, pour revenir sur la question d'égalité mathématique qui vous a causé bien des tourmentes. Bien sûr que vous n'aimez pas ce concept d'égalité mathématique, et je comprends, mais je me suis contenté d'analyser objectivement le sujet. Je sais que ça fait du mal à votre position, et je m'excuse profondément, mais ça ne change pas grand-chose. Et mademoiselle, vous avez posé une question, vous avez fait une pause, et puis votre réponse était rien. Cette question était à propos des sources de l'égalité, qui peuvent prouver l'égalité. Et moi, je ne vais pas vous répondre avec un rien, je vais vous donner une réponse réelle, consistante, logique. La morale. La morale est un bien grand maître. La morale est un bien grand maître qui change la nature humaine et qui nous transforme en ce que l'on n'est pas. La morale est cet élan qui nous parcourt l'esprit et nous murmure à l'oreille bien ou mal. La morale est un bien grand maître car il nous extirpe de notre condition naturelle d'humain et nous élève au rang de créatures civilisées. Qui d'entre nous oserait affirmer que la morale n'est pas la lueur de bonté dans la nuit de l'existence, cause de notre subsistance, finalité ultime de nos instances? Qui d'entre nous oserait affirmer qu'elle n'affine pas nos interactions et ne raffine pas nos civilisations? Sûrement pas nous. Mais je devrais tout de même rejoindre mon vieil ami Nietzsche pour vous dire que la morale est bel et bien une construction humaine. Vous devez sûrement vous dire que je m'égare à discuter de morale, mais on est loin de l'anarchie, mesdames et messieurs. Tout au long de ce débat, notre approche a été de prouver que l'égalité homme-femme est contre nature, puisque ses sources ne résident pas dans nos caractéristiques naturelles. Mais la source, l'origine de ce concept d'égalité homme-femme reste un mystère. Et vos esprits critiques avides de vérité vous ont sûrement démangé. Une question vous a torturé, bercé durant vos réflexions intranquilles. Quelle est donc l'origine de cette conception, de cette création d'égalité homme-femme? Eh bien, je suis fier de vous dire que j'ai établi que dans une généalogie intellectuelle logique, morale est mère d'égalité. On a d'abord défini ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, et puis on s'est dit, le bien et le mal ne sont rien si on ne les étaye point, et de ces deux concepts a découlé égalité et idéologie droit de l'hominienne. Donc, non seulement l'inégalité est un fait naturel, comme l'ont prouvé, et le prouveront encore mes camarades, mais l'égalité elle-même est une construction humaine qui trouve son origine dans la morale. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce qu'on traiterait d'argumentaire infaillible, doublé d'une défense de raison, nous permettant ainsi de réclamer finalement l'échec et mat, objet de nos convoitises. Et afin de vous laisser sur une note un peu plus légère, j'aimerais vous raconter l'histoire de Procustre. Procustre qui fut un bandit grec à l'époque des sages athéniens. Il guettait au pied d'une montagne au flanc gargantuesque les voyageurs et les approchait avec un sourire sournois, leur offrant le gîte et le couvert. Il les menait ensuite au tristement célèbre lit de Procustre. Et là, dans un élan de sadisme,
Il étirait les trop petits et démembrait les trop grands afin que tout le monde se conforme à la taille parfaite de son lit. Hommes et femmes sont à l'image de ces suppliciés. Forcez-les à se conformer à un moule unique et ils en perdront leur singularité. À vous de voir. Je constate d'après vous dit que les hommes sont plus moraux que les femmes et c'est pour cela qu'ils méritent d'être plus privilégiés au sein de la société. J'ai remarqué que vous ne faites que vous enfoncez dans votre trou parce que tous les arguments que vous venez de présenter ont déjà eu une réponse précédemment dans toutes nos précédentes interventions. Et tout au long de ce débat, vous ne cesserez de chercher la faille par laquelle se couler. Et permettez-moi de souder ces dernières, puisque d'après vos propos, je constate que vous faites la confusion entre deux mots perplexes qui sont l'égalité et l'équité. Donc, l'équité est une forme d'égalité et l'égalité, elle englobe en fait cette égalité. Et donc, Monsieur Adam, vous ne faites que nous présenter des paroles assez poétiques. Et voilà, vite. Merci. Bonjour. Déjà, mademoiselle, vous êtes en train de dire que la morale est source d'inégalité. On dit le contraire, la morale est source d'égalité. Donc, suivez un petit peu, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, avant de commencer, permettez-moi de remercier tous les acteurs de ce débat à haute voltige, où des arguments pertinents, des faits précis et une certaine dose de rigueur étaient présents d'un certain côté, bien évidemment. Mes chers opposants, vous avez lancé des arguments d'une force colossale, une irréfutabilité presque divine qui ont bien failli me submerger. Mais était-ce le frisson de la peur ou le soupir d'un ennui profond qui m'a fait frissonner? Je vous laisserai donc deviner. Mesdames et messieurs, assez de frivolité. Il est temps de se concentrer sur l'essentiel et de faire le point. Nous avons évoqué l'histoire, la nature humaine et les inégalités naturelles. Nous avons mis en lumière que la nature humaine est étroitement liée à une réalité biologique. Cependant, en écoutant attentivement vos arguments, parce que, oui, j'ai fait l'effort, j'ai remarqué que l'égalité sociale prévalait dans vos propos. Il est fascinant de constater à quel point vous, chers opposants, êtes prévisibles dans votre tentative de détourner le sujet à votre avantage. J'espère vraiment que l'audience n'a pas été bernée par ces manœuvres. Nous sommes bien sûr en faveur de l'égalité sociale entre les sexes. Néanmoins, force est de constater que cette égalité est en opposition avec la nature même et par-dessus tout, elle va à l'encontre du sujet. Parlons d'égalité sans fioriture et pour faire cela, construisons une équation simple, deux constantes, x et y, 1 et 2, hommes et femmes. Je ne suis pas fou, rassurez-le-moi, mais x n'est pas égal à y, 1 n'est pas égal à 2, mesdames et messieurs, homme n'est pas égal à femme. Et dans ce cas-là, la folie se retrouve à ma gauche parce qu'ils sont en train de défendre tout le contraire de ce que je suis en train de démontrer. Je ne cherche pas à tromper l'audience, alors permettez-moi de vous expliquer pourquoi l'égalité sociale que j'ai mentionnée plus tôt est contre nature, en donnant quelques exemples concrets. Vous souhaitez que les deux sexes soient traités de manière égale, mais un voleur, aussi effroyable soit-il, traiterait-il un homme comme une femme? La réponse est évidente, mesdames et messieurs, mais demandez-vous pourquoi. Vous l'aurez deviné, leurs différences physiques, ou plutôt, leurs inégalités naturelles. Et c'est ainsi que la réalité biologique nous rappelle sa présence de manière indéniable. Un homme, de par sa constitution, peut se défendre plus aisément qu'une femme dans une situation similaire. Ces différences biologiques, mon collègue les a déjà exposées, et je m'abstiendrai donc de vous les répéter. Un autre exemple serait que dans notre société, un babysitter, une babysitteuse, qui est d'ailleurs un métier très respectable, ne seront pas traités de la même manière. Tout simplement dû au fait que les femmes sont naturellement plus douces et plus aptes à prendre soin des enfants. C'est pourquoi il est fort probable que le babysitter, en dépit de ses compétences, sera moins sollicité que la babysitteuse. Pour continuer, encore une fois avec des exemples, un homme au pouvoir a tendance à être plus belligérant. C'est ce qui est dû à une agressivité accrue comparée aux femmes, et cette différence fondamentale a été plus que prouvée tout au long de l'histoire. Naturellement aussi, les femmes prennent plus de congés
pour répondre à leurs obligations maternelles inhérentes. Par conséquent, il est logique que leur salaire soit inférieur à celui des hommes, bien que je reviendrai sur ce sujet ultérieurement, parce que je sais que mes propos peuvent choquer certains. Ce que je m'efforce d'exprimer, mesdames et messieurs, c'est que la nature elle-même s'oppose à toute forme d'égalité entre les sexes, sans pour autant s'opposer à leur complémentarité. Ainsi, lorsque nous évoquons l'égalité entre hommes et femmes, nous sommes en réalité confrontés à une contradiction fondamentale. L'égalité est un principe essentiel de notre société, mais la nature elle-même semble dicter des différences biologiques entre les sexes, ce qui est le véritable sujet. Pour revenir sur l'inégalité salariale, laissez-moi vous expliquer comment cela se manifeste en prenant comme exemple la France. En France, le fossé salarial entre les sexes est de 25,7%. Mais cela ne représente pas toute la vérité. La différence est en partie due au fait que 30% des femmes travaillent à temps partiel contre seulement 7% des hommes. L'écart tombe donc à 7,3% après avoir pris en compte cet effet, puis à 12,8% après avoir pris en compte la répartition inégale des métiers entre les sexes. Après avoir pris en compte l'effet de la structure, l'écart diminue à 10,5%, ce qui est toujours considéré comme inexplicable. Cependant, une étude menée par le ministère du Travail en 2015 a révélé que des facteurs tels que les diplômes, l'expérience professionnelle, l'ancienneté ou les interruptions de carrière pour raisons familiales peuvent expliquer en partie cet écart. Une étude plus détaillée menée par Korn Ferry et publiée par The Economist compare les salaires pour le même poste, au même niveau et dans la même entreprise. Cette approche permet d'obtenir des résultats bien plus cohérents, avec un écart de seulement 2,7%. Cependant, il est important de noter que l'efficacité, la productivité, l'implication ou la relation avec les collègues ne peuvent être mesurées de manière précise, ce qui explique en partie cet écart salarial. Il est donc plus logique d'expliquer cet écart par l'ensemble de ces raisons, plutôt que par une discrimination pure et simple. La nature est le reflet de ce débat. Un théâtre où la balance penche systématiquement d'un côté plutôt que de l'autre, créant ainsi un terrain où les règles sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Mesdames et messieurs, l'équilibre de l'univers nous rappelle sans cesse la différence entre X et Y, et nous force à constater que notre quête d'égalité est contre nature. Mais la beauté de l'existence ne réside-t-elle pas justement dans ses imperfections? C'est pourquoi, malgré cette vérité inéluctable, nous sommes pour le fait de poursuivre le noble combat pour l'égalité sociale, avec foi et détermination. Car c'est seulement en transcendant les limites de la nature que nous pourrons construire un monde plus juste et plus harmonieux pour tous. Je vous remercie.